Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée à la déontologie. Je suis Louis Matvey et aujourd'hui vous allez tout savoir du conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, ça peut se traduire par une situation où un intérêt personnel, direct ou indirect, interfère ou semble interférer avec l'exercice impartial d'une fonction. Ça va concerner aussi bien les élus que les agents, et pour avoir la définition exacte, donc on se replonge dans une loi du 11 octobre 2013 qui dispose que le conflit d'intérêts désigne, et là je cite, toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, objectif et impartial d'une fonction. Dès cette définition, on peut voir qu'il y a plusieurs choses à retenir, donc cette notion d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, et cette notion aussi d'influencer ou de paraître influencer un exercice. Ce qui ressort dans la doctrine au niveau de cette définition, c'est que pour qu'il y ait un conflit d'intérêts, il nous faut trois choses, et donc ça c'est la règle des 3 I, c'est il nous faut une influence, ça fait référence à la capacité de l'agent ou de l'élu à influencer une décision administrative ou une décision publique en raison de sa position ou de ses responsabilités. Donc plus l'agent est haut dans la chaîne hiérarchique et plus il va avoir une influence présumée. Ça fonctionne de la même façon pour les élus. Un conseiller municipal a moins de pouvoir d'influence que le maire. Ensuite, notre deuxième I, ça va être l'interférence. Cette interférence, elle s'exprime par la collision potentielle entre deux intérêts, et encore une fois, que ce soit des intérêts publics et privés ou publics et publics. Et enfin, on va avoir notre troisième I qui est l'intérêt normal, puisqu'on est dans le conflit d'intérêts. Dans le contexte de la fonction publique, l'intérêt désigne tout élément qui lie une personne à une situation susceptible d'influencer son jugement ou ses décisions. C'est pas forcément un intérêt financier, même si tout le monde est à vendre, c'est une question de prix. Dans tout état de cause, c'est le premier intérêt qui nous vient. En fait, des intérêts, il y en a beaucoup d'autres types. Donc, comme on l'a déjà dit, l'intérêt financier qui peut être direct, donc qui consiste par exemple pour un élu ou un agent de détenir des parts dans une entreprise qui candidate à un marché public. Ça peut aussi être un intérêt financier indirect, quand c'est pas l'élu ou l'agent qui possède directement les parts de l'entreprise qui candidate, mais quand c'est son conjoint ou l'un de ses amis proches. Ça peut aussi être un intérêt professionnel, par exemple être pressenti pour rejoindre une entreprise après avoir pris une décision en sa faveur au nom de la collectivité ou avoir œuvré pour que la collectivité prenne une décision favorable dans une entreprise dans laquelle vous souhaitez candidater. Ça peut aussi être un intérêt familial, si vous êtes amené à instruire un dossier d'urbanisme, par exemple, pour l'un de vos enfants ou l'un de vos cousins ou n'importe quel autre membre de votre famille proche. Ça peut être tout simplement un intérêt amical, et dans ce cas-là, vous pouvez être en conflit d'intérêts si vous êtes amené à intervenir pour une association dirigée par un ami, ou un intérêt associatif si vous êtes vous-même agent public ou élu et en plus dans une association. Ça peut aussi être un intérêt politique ou un intérêt de conviction ou un intérêt moral. Et là, c'est tout simplement le fait de laisser ses opinions personnelles influencer l'instruction d'un dossier. Ah, c'est à peu près tout. Et jusqu'à là, je commence à vous connaître, je sais très bien ce que vous vous dites, qu'on est finalement tous en conflit d'intérêts. Et je vais répondre à cette question tout de suite après avoir détaillé l'intentionnalité. Faut-il une intention pour qu'il y ait un conflit d'intérêts ? Non. Le conflit d'intérêts, c'est une situation objectivement définie. Il suffit qu'un intérêt personnel, donc direct ou indirect, puisse influencer ou paraître influencer l'exercice de vos fonctions. En aucun cas, en fait, on va chercher des éléments intentionnels pour pouvoir qualifier un conflit d'intérêts. L'objectif de cette démarche, c'est de prévenir les atteintes à l'impartialité et pas de juger de la moralité. Cette question d'intentionnalité, elle m'oblige à ouvrir une petite parenthèse dès maintenant pour faire la différence très succinctement entre le conflit d'intérêts et la prise illégale d'intérêts, puisque là où l'intentionnalité de l'auteur dans le cadre du conflit d'intérêts, on s'en fiche, dans le cadre de la prise illégale d'intérêts, cette fois-ci, on est en présence d'un délit intentionnel. En fait, c'est le code pénal qui exige une intention délibérée de participer à une opération dans laquelle on a un intérêt personnel, dans le cadre de la prise illégale d'intérêt. Mais là-dessus, il y aura beaucoup de choses à dire sur la prise illégale d'intérêt et ça fera l'objet d'une vidéo en fait à part entière qui sera consacrée à toutes les atteintes à la probité. Une question qui revient très régulièrement, c'est est-ce qu'un agent ou un élu peut se défendre d'une accusation de conflit d'intérêt en estimant qu'il n'a rien gagné ?
Non plus, ça ne marche pas, le gain n'est pas nécessaire, le seul fait d'avoir participé à une décision en lien avec un intérêt suffit à valider le conflit d'intérêt. Puisque, je vous l'ai dit, dans le cadre du conflit d'intérêt, on s'attache aussi à l'apparence du fait de paraître influencer l'exercice indépendant, objectif et impartial d'une fonction. Ouais, c'est pas faux. Je dois aussi vous préciser qu'il m'est déjà arrivé de tomber sur d'autres cas qu'on peut appeler le conflit d'intérêt inversé. En fait, c'est le cas où l'élu ou l'agent refuse cette fois-ci d'agir dans l'intérêt général par crainte d'un conflit d'intérêt imaginaire avec ses intérêts privés ou passés, et donc c'est de l'excès de prudence dans ces cas-là. La problématique, c'est que ça peut bloquer en fait inutilement l'action publique. Par exemple, très concrètement, ça m'est déjà arrivé quand je me déplaçais en collectivité pour présenter aux élus ce que c'était que le référent déontologue des élus locaux, qu'un maire me dise très poliment qu'il ne voyait pas l'utilité du référent déontologue pour les élus, puisque la déontologie, ça allait de soi, le conflit d'intérêt, il fallait juste ne pas être bête pour ne pas tomber dans un conflit d'intérêt. Et il m'a confié dans le plus grand des calmes que lui, quand il publiait une offre d'emploi pour sa commune, il prenait le soin de ne pas retenir les personnes qui habitaient dans sa commune pour avoir une politique irréprochable. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Donc ça, déjà, c'est complètement illégal au vu de l'égalité de traitement sur les emplois publics. Mais en plus, le maire n'aurait pas été en conflit d'intérêt en recevant des gens de sa commune qui souhaitent postuler. Le dernier point à préciser, dans l'absolu, c'est que c'est pas nécessairement gravissime d'être en conflit d'intérêt. Pourquoi? En fait, on va y répondre avec la question « Qu'est-ce que je risque si je suis en conflit d'intérêt ?» La réponse, comme d'habitude en droit, ça va être un gros « ça dépend ». Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Et pour ça, il faut déjà bien distinguer le juge administratif, le juge pénal et la HATVP. Dit assez simplement, le juge administratif, il est là pour trancher les litiges entre les citoyens et l'administration ou les litiges interadministration, donc on va avoir les recours, les fautes ou les conflits d'intérêts de l'administration. En fait, il statue sur l'illégalité ou la légalité d'un acte pris par l'administration, ou les collectivités, ou l'administration au sens large. Le juge pénal, lui, n'est pas du tout dans la même démarche, puisque il porte bien son nom, le but c'est de punir, donc le juge pénal, il réprime les infractions, donc notamment tout ce qui va être atteinte à la probité, corruption, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, concussion, enfin on retrouve toutes nos atteintes à la probité, et puis il a un périmètre encore plus vaste pour tous les citoyens. Mais pour ce qui nous intéresse, on se concentre là-dessus. Et enfin, dans un dernier temps, on va avoir la HATVP qui a un rôle, cette fois-ci, de contrôle déontologique, mais qui, bien qu'elle soit indépendante, reste interne à l'administration. Donc la HATVP qui œuvre en interne, et potentiellement, vous avez deux juges qui peuvent être compétents. Et encore, puisque le conflit d'intérêts, c'est uniquement devant le juge administratif que ça se passe. Le juge pénal n'a donc pas à statuer sur le conflit d'intérêts, et dans l'absolu, la seule chose que vous risquez si vous êtes pris en conflit d'intérêts, c'est que la délibération ou l'acte qui a été pris avec un membre qui a pris part à la décision qui était en conflit d'intérêts, c'est de l'annuler, donc faire comme si l'acte n'avait pas existé. Puisqu'en fait, devant le juge administratif, donc c'est dans le cadre du contentieux de la légalité qui va se saisir, et le conflit d'intérêts n'est pas considéré, encore une fois, comme une faute morale, mais plus comme une irrégularité procédurale ou un vice d'impartialité. Et de fait, si vous êtes en conflit d'intérêts, c'est que vous n'avez tout simplement pas respecté les obligations, mais là, je ne parle pas des obligations du code pénal. En fait, être accusé et condamné pour conflit d'intérêts devant le juge administratif, ça veut juste dire que vous n'avez pas rempli les obligations, vos devoirs, dans le cadre de vos fonctions. Donc pour les élus, c'est à l'article 1111-1-1 du CGCT qui dispose que les élus locaux ne doivent pas se retrouver dans des situations de conflit d'intérêts. Et pour les agents, c'est à l'article L121-4 du CGFP qui nous dit que l'agent public veille à prévenir ou faire cesser immédiatement toutes les situations de conflit d'intérêts.
Dans les deux cas, que ce soit pour les élus ou pour les agents, la définition est exactement la même. Donc en résumé, si vous êtes pris la main dans le sac en conflit d'intérêts devant le juge administratif, la seule chose que vous risquez, c'est de devoir reprendre l'acte dans les bonnes conditions, donc cette fois-ci en n'étant pas en conflit d'intérêts et dans l'absolu de passer pour un con. Con, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Le problème qui peut se poser, c'est que ce conflit d'intérêts, c'est une zone tampon. C'est la zone orange avant de franchir la barrière de la prise illégale d'intérêts. Et en général, les gens ne sont pas conscients que le conflit d'intérêts peut très facilement être qualifié de prise illégale d'intérêts par le juge pénal. Et cette fois-ci, ça tape un peu plus, puisque le juge pénal peut disposer de 5 ans d'emprisonnement, 500 000 € d'amende, et des peines complémentaires, notamment celle qui est très à la mode ces temps-ci, l'inéligibilité. Et là, c'est le drame. Cette conséquence pénale, elle va s'appliquer aussi bien aux élus qu'aux agents, qui sont pris en prise illégale d'intérêt, et pour les agents, il peut se rajouter aussi donc, tout le volet disciplinaire qu'on connaît, donc c'est quand la collectivité décide elle aussi en parallèle du juge pénal de sanctionner un comportement en considérant que vous n'avez pas rempli vos devoirs déontologiques, et donc ces sanctions disciplinaires peuvent aller du blâme à la révocation. Donc être en conflit d'intérêts, je vous le disais, c'est très simple d'y être, on peut tous être amenés à prendre une décision en étant en conflit d'intérêts. Et c'est pour ça que, dans l'absolu, les moyens de prévention sont tout aussi simples à mettre en œuvre. Que doit faire une personne publique, donc un agent ou un élu, quand il voit qu'il est en conflit d'intérêts? La première étape, c'est de le manifester, donc de le signaler. Engueule-moi, j'ai fait une connerie! Si vous pensez avoir un intérêt quelconque dans une décision qui n'est pas l'intérêt de la collectivité, c'est pas bien. Qu'en plus vous avez un pouvoir d'interférence au niveau de la décision, vous devez à tout prix le signaler pour ensuite vous déporter. Le déport, qu'est-ce que c'est? Parce que le déport, c'est pas l'abstention. L'abstention, ça consiste à ne pas voter. Mais dans le cadre de l'abstention, on peut rester présent au moment des votes. Alors que le déport, ça exige de ne pas participer du tout. Et quand je dis du tout, c'est du tout. Donc vous ne participez pas au débat, vous ne rédigez pas d'acte, vous ne formulez pas d'avis, vous ne donnez pas d'instructions, vous ne signez surtout pas les décisions, et vous ne votez pas, et vous n'êtes même pas présent au moment du vote. C'est carré chez vous. Hein. Vous l'aurez donc compris, c'est une obligation de retrait totale, pas une abstention partielle. Puisque le juge administratif, s'il doit statuer sur un potentiel conflit d'intérêts, il va prendre en compte toutes les capacités qu'il a pu avoir à orienter, à inciter, à peser sur une décision, même sans signe ou vote formel. Donc au niveau des bonnes pratiques, ça veut dire on ne glisse pas de recommandations à un collègue, on ne participe pas aux réunions préparatoires, on ne rédige pas de documents ou de notes et on ne donne pas son avis à ses pairs. Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. La mise en place d'une politique de déport, par contre, elle va être un peu différente entre les élus et les agents, puisque les agents, eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est aller voir leur maire ou leur président, ou même leur DGS dans l'absolu, pour leur faire part de l'intérêt qu'ils ont, pour savoir si, du coup, la collectivité considère que l'agent est bien en conflit d'intérêt ou non, et pour savoir si l'agent doit se déporter, et ensuite, donc ça va être l'exécutif, donc le maire ou le président, qui prendra un arrêté de déport pour son agent. Dans le cadre d'un élu qui doit se déporter, cette fois-ci, ça se passe en conseil. Donc l'élu est obligé de faire part au conseil des intérêts qu'il a pour que le conseil puisse lui trouver un remplaçant, qui peut aider à évaluer la situation liée au conflit d'intérêts. Donc là-dessus, on est sur une mission typiquement du référent déontologue. Et moi on dirait Donald Duck. Qui peut vous aider de manière confidentielle si vous avez le moindre doute sur un conflit d'intérêts potentiel. Et là-dessus, si vous êtes un agent, vous avez la vidéo du référent déontologue pour les agents. Si vous êtes un élu, vous avez la vidéo pour le référent déontologue pour les élus. Je ne reviendrai pas dessus dans le détail. Au niveau des outils que peut mettre en place la collectivité pour s'assurer de ne pas laisser un agent en conflit d'intérêts ou pire en prise illégale d'intérêts,
On a les déclarations d'intérêt et les déclarations de patrimoine qui sont obligatoires pour certains types d'agents et certains types d'élus en fonction des responsabilités hiérarchiques et en fonction de la taille de la collectivité. Donc là-dessus, c'est typiquement la compétence de la HATVP, mais on peut aussi mettre en place des chartes de déontologie, donc des codes de conduite, pour que les gens soient informés de ce que c'est qu'un conflit d'intérêts. Et on peut aussi mettre en place des cartographies de risque d'atteinte à la probité pour essayer d'aller voir où peuvent se situer les défaillances de la collectivité, pour mettre directement des moyens de prévention, qu'ils soient organisationnels, techniques ou humains, pour éviter qu'un agent soit en conflit d'intérêts sans le savoir. Un agent ou un élu doit-il déclarer une situation, même ancienne ou personnelle? Alors oui, si c'est susceptible d'influencer son action présente. Donc là-dessus, vous vous rendez compte que ça peut être extrêmement compliqué de devoir aller voir son directeur général des services ou quand vous êtes élu, de devoir aller voir le conseil pour faire part devant tout le monde ou devant votre directeur que vous vous retrouvez à devoir statuer sur une situation qui lie soit un ancien agresseur ou tout simplement un plan cul. Ce que je fais, je le dis ou je le dis pas. Et là-dessus, c'est tout de suite plus simple quand le conflit d'intérêts, ça concerne son fils. On va essayer de répondre à deux petites questions pour bien visualiser finalement le champ du conflit d'intérêts. Un élu peut-il voter une subvention à une association dirigée par un proche? Donc là-dessus, si vous avez fait attention, on l'a dit tout au début, non, il doit se déporter, et s'il fait ça, pour le coup, il est en conflit d'intérêts, mais il est surtout en prise illégale d'intérêt. Un agent peut-il instruire un dossier concernant une entreprise où travaille son conjoint? Même réponse, non, il doit signaler la situation et ne pas traiter le dossier et demander à se faire remplacer. Et là-dessus, ça peut poser de gros problèmes finalement, puisque dans certains cas, un agent est amené à travailler avec sa conjointe au vu des relations qu'entretient la collectivité avec certaines entreprises. Et ce qu'il faut se dire, c'est que normalement, le déport, ça doit rester marginal. On va rentrer maintenant sur l'une des situations les plus complexes à expliquer dans le cadre du conflit d'intérêts, c'est les conflits d'intérêts public-public. Un élu ou un agent peut défendre les intérêts d'un organisme public dans lequel il siège tout en participant à des décisions d'une autre entité publique qui impacte directement cet organisme. Même si aucun enrichissement personnel n'existe, l'intérêt institutionnel de l'organisme peut altérer la neutralité du jugement. Si avec ça, c'est toujours pas clair, en fait, le conflit d'intérêts public-public, ça va concerner surtout les cumuls de mandats ou cumuls d'activités. Ça va être le cas où un élu ou un agent est amené à siéger dans une SPL, une SEM, un EPCI, une association para-administrative ou n'importe quel GIP, EPCI, OPH, CDG, CDC. Ça en fait beaucoup. Et surtout que là-dessus, on a des règles qui sont un poil différentes des règles liées au conflit d'intérêts public-privé. Par exemple, un élu qui siège dans un organisme n'est pas automatiquement considéré comme intéressé, donc pas automatiquement considéré comme étant en conflit d'intérêts, mais il doit quand même se déporter dans des cas qui vont être bien précis, notamment l'attribution d'un contrat, donc tout ce qui est lié au marché public, aux subventions, aux garanties d'emprunt, au profit de la structure dans laquelle il siège, la participation à la commission d'appel d'offres ou à une commission de désignation ou de rémunération, ou tout simplement toute décision liée à un intérêt direct de la structure dans laquelle il siège. Et même à ça, on va avoir des exceptions d'exceptions qui vont être liées au vote du budget ou aux dépenses obligatoires. Même la HATVP, elle nous dit que le fait de représenter une collectivité dans une structure publique ou parapublique ne fait pas disparaître le risque de conflit d'intérêts dès lors que l'élu est appelé à se prononcer sur une affaire impliquant cette structure. Donc ça, c'est dans le guide déontologique numéro 2 de la HATVP. Elle souligne que le cumul de responsabilités entre une collectivité et un organisme crée un enjeu de loyauté double et donc un risque d'impartialité biaisée. Elle souligne que le principe de prévention doit s'appliquer même entre entités publiques, car l'intérêt collectif n'est pas uniforme. En fait, l'intérêt de votre collectivité devient différent de l'intérêt de l'autre collectivité, alors que vous siégez dans les deux. Donc, vers quel intérêt vous allez vous tourner? C'est ça la question.
Dans les exemples, pour essayer d'y voir plus clair, un élu qui siège au conseil d'administration d'une SPL qui gère l'eau ne peut pas participer à une délibération sur une renégociation du contrat entre sa collectivité et la SPL. Un agent en détachement dans un OPH ne peut pas rédiger ou valider des documents stratégiques concernant ce même OPH au sein de sa collectivité. Ou un élu communautaire siégeant dans une SEM ne peut pas participer au vote d'un avenant financier en sa faveur. Et pourtant, on va avoir aussi les avis et la doctrine de la HATVP qui nous disent que la représentation d'un élu dans une structure publique en sa qualité de représentant d'une collectivité n'est pas de nature à caractériser à elle seule un intérêt personnel. Donc, n'est pas de nature à le faire rentrer en conflit d'intérêts. Et ça va être le cas si l'élu agit uniquement en tant que représentant de la collectivité dans l'entité publique. Donc, il n'y a pas automatiquement de conflit d'intérêts. Attention, ça veut dire qu'il peut y en avoir un, mais il n'est pas automatiquement vu. Et enfin, elle dit aussi qu'il n'y a pas d'intérêt privé si l'élu ne perçoit aucune rémunération ou avantage personnel au titre de cette fonction. Enfin, pour terminer avec les conflits d'intérêts, on va voir un cas particulier, celui de l'élu ou de l'agent en fin de mandat ou en fin de fonction qui souhaite aller dans une entreprise privée qui était liée à sa collectivité. Donc, est-ce qu'il peut? Non. Ça serait une prise illégale d'intérêt, en fait. Et on a une règle de 3 ans. Donc, qu'est-ce que c'est cette règle des 3 ans? En fait, c'est une règle qui s'impose à tous les agents publics et qui dit que pendant une durée de 3 ans après la fin des fonctions, les personnes concernées ne peuvent pas rejoindre une entreprise ou une structure privée avec laquelle elles ont traité, négocié ou contrôlé des actes. Ou, dans le cadre général, qui s'applique tout aussi bien, elles ne peuvent pas aller là où elles ont eu un pouvoir de décision ou de l'influence. Dans ces cas-là, au niveau donc, de la qualité de la personne, donc si c'était un agent ou un élu, ça va être soit la mission de la HATVP ou soit la mission de la collectivité d'exercer ce contrôle des 3 ans, sachant que dans l'absolu, ça en revient plus ou moins au même, puisque donc vous, par exemple, si vous êtes agent public de catégorie A, B ou C, que vous avez travaillé pendant plus d'1 an pour l'administration, si vous êtes de catégorie B ou C pendant plus de 6 mois pour les catégories A, cette règle des 3 ans vient s'imposer mécaniquement à vous. Et du coup, même si vous n'aviez pas les compétences hiérarchiques ou le poste stratégique qui vous rend redevable de la demande auprès de la HATVP, vous êtes quand même obligé de demander à votre ancien employeur territorial avant de commencer une quelconque activité privée ou dans le privé. Et ça pendant 3 ans et pour chaque activité privée que vous envisagez de faire. Si votre collectivité considère qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, elle vous donne le feu vert. Si elle considère qu'il y a un conflit d'intérêt, elle vous dit non. Si elle a un doute, elle peut saisir le référent déontologue de l'administration. Le référent déontologue de l'administration qui va répondre à la collectivité. Si la collectivité a encore un doute, cette fois-ci, ça sera à la HATVP de prendre une décision. Et souvenez-vous que la HATVP fournit des avis qui lient le demandeur. Ça veut dire que la HATVP, quand elle vous donne un avis, vous êtes contraint de suivre l'avis qu'elle vous rend. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.